Mythe, mythomane, mythique, mythologie, tous ces mots appartiennent à la même famille. Ils ont en effet le même radical. Mais savez-vous ce qu'ils signifient? Allez, on va décortiquer tout ça. Le mythe, c'est pas forcément évident de bien comprendre ce que c'est et surtout de ne pas le confondre avec autre chose. Stanisław Jerzilek, un écrivain polonais, a dit « Les mythes sont des commérages qui ont vieilli ». On compare souvent mythes et légendes. Et ce n'est pas tout à fait faux, car dans les deux cas, ce sont des histoires inventées qui mettent en scène des personnages souvent imaginaires, parfois dotés de super pouvoirs, de vrais héros ou héroïnes. Le mythe est un récit sacré qui peut expliquer de façon non scientifique la création du monde, celle des êtres humains, des animaux, de la terre, l'origine de la connaissance. Les événements ont lieu dans un temps étranger à l'histoire, au commencement du monde. Une de mes histoires préférées est celle des continents perdus. Plusieurs cultures expliquent qu'il y a des milliers d'années existaient 3 continents sur Terre. Mu dans l'océan Pacifique, l'Atlantide dans l'océan Atlantique et Lémuria dans l'océan Indien. C'est le célèbre philosophe Platon qui en fait mention pour la première fois. Il décrit l'Atlantide comme un continent incroyable, très riche, divisé en 10 royaumes, peuplé par des Atlantes fiers de leur culture. À l'instar de Mu, le continent est également très développé d'un point de vue technologique. Il a malheureusement été détruit en un jour et une nuit par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et un gigantesque raz-de-marée qui a englouti le continent il y a 12 000 ans. Comme son nom l'indique, aujourd'hui le continent serait caché quelque part dans l'Atlantique. On a tous un pote un peu mythomane, non ? Vous voyez celui qui raconte toujours des histoires hallucinantes et qui en plus a vraiment l'air d'y croire. Le mot est d'origine grecque et est formé de mythos, récits, fables, légendes, et manie. Il a été utilisé pour la première fois en 1905 par le psychiatre Ernest Dupré. Le ou la mythomane désigne une personne qui a la manie pathologique de l'invention mensongère. Un menteur en d'autres termes. Le mot mythique est un adjectif qui a plusieurs sens. Dans son premier sens, il fait référence à la notion de mythe dont je viens de vous parler. Chimérique, légendaire, allégorique, fabuleux, symbolique sont ses synonymes. Dans son sens familier, le mot mythique désigne quelque chose ou quelqu'un de célèbre, qui fait rêver. Par exemple, Edward et Bella dans Twilight, un couple mythique du cinéma. La mythologie désigne l'ensemble des mythes et des légendes inventés par les civilisations pour expliquer des phénomènes étranges, souvent naturels. Par exemple, dans la mythologie grecque, on dit que quand le ciel est orageux, c'est parce que Zeus, le roi des dieux, est en colère. La mythologie a inspiré beaucoup d'artistes, entre autres les chanteurs. Dans son morceau « Achilles Last Stand » du célèbre groupe de rock britannique Led Zeppelin, on raconte l'histoire d'Achille. Il a été submergé par sa mère Thétis dans la rivière Styx afin de le rendre immortel. Mais comme elle le tenait par le talon, c'est la seule partie de son corps qui n'a pas été exposée à l'immortalité. C'est donc devenu son point faible. Il est d'ailleurs mort d'une flèche dans son talon lors de la guerre de Troie. Et Pythagore, vous connaissez? Je vais laisser le mythique Eddy vous parler de lui. Dans cette vidéo consacrée au mythe, je vais vous parler d'un des personnages les plus mythiques de l'histoire de la mathématique, le célèbre Pythagore. Hello. Pythagore est associé au plus connu des théorèmes de la géométrie. Mais Pythagore n'était pas seulement un géomètre, il n'était pas seulement mathématicien. Il est aussi connu pour être le premier des philosophes, un lutteur hors pair, ainsi que le chef de file d'une confrérie ésotérique qu'il avait lui-même fondée. Ce qu'on appelle théorème de Pythagore est en fait une relation métrique qui lie les côtés d'un triangle rectangle. Les longueurs des côtés d'un triangle rectangle sont liées par la relation suivante. Prenons le premier côté de l'angle droit, le rouge, le deuxième côté de l'angle droit, le vert, et le troisième côté, le plus grand des côtés, qu'on appellera aussi hypoténuse, que j'ai marqué en bleu. La relation est, si je multiplie la longueur du côté rouge par elle-même, la longueur du côté vert par elle-même, que j'additionne ces deux valeurs, j'obtiens identiquement la même chose que lorsque je multiplie le côté bleu par lui-même. En mathématiques, multiplier un nombre par lui-même, c'est l'élever au carré. Notre relation devient rouge carré plus vert carré égale bleu carré.
Mais dans les manuels de mathématiques, on trouvera une version plus formelle. Si on appelle A et B les côtés de l'angle droit et C l'hypoténuse, on a la relation A au carré plus B au carré égale C au carré. Mais au final, peu importe la forme, la relation reste la même. Dans ce triangle rectangle, de côté de l'angle droit 5 et 12 et d'hypoténuse C, notre relation est C carré égale 5 au carré plus 12 au carré. Résolvons cette simple équation. C carré égale 25 plus 144. La ligne suivante nous dit que C carré égale 169. Et donc C est égal à la racine carrée de 169, c'est-à-dire 13. La longueur du côté C mesure donc 13. Ah, maintenant j'ai capté. Bon, rien de bien chinois là-dedans, tout compte fait. Et tu avais parlé d'une confrérie ésotérique? Une secte? On en parle souvent comme ça. Moi, je préfère dire société initiatique ou école pythagoricienne. Une école où les disciples devaient franchir 3 stades avant d'atteindre le 4e stade ultime de connaissance. Seuls ceux-là pouvaient directement interagir avec Pythagore. Waouh, j'adore tout ce qui est mystérieux. Tu m'en dis plus? Je pourrais, oui, mais on a écrit des bibliothèques sur Pythagore et son école. Moi, je te conseille d'aller faire une recherche sur Internet. Ecosia est ton ami. Si tu tapes le mot amour dans Google, tu trouveras une flopée de textes, de citations, de personnes qui en parlent. Quand on cherche le mot amour au dictionnaire ou sur Internet, on peut trouver 5 à 7 sens différents de ce mot. Bref, l'amour fait parler beaucoup de lui et nous laisse dans le flou le plus total. En philosophie, on s'y intéresse beaucoup et les philosophes ne sont pas tous d'accord sur la question. Pour certains, l'amour est méchant, c'est un piège. Pour d'autres, l'amour mène au bonheur et est un véritable élan du cœur. Cette philosophie de l'amour, on la retrouve dès l'Antiquité avec Platon. Platon est un philosophe grec et a écrit principalement des textes sous forme de dialogue. Entre autres, le Banquet met en scène 8 personnages qui parlent d'amour. En ressort le mythe de l'androgyne raconté par Aristophane à ce fameux banquet. À l'origine, l'être humain aurait été totalement différent de celui d'aujourd'hui. Nos ancêtres auraient été de forme ronde, dotés de 4 jambes et 4 bras. 2 personnes totalement unies qui se complètent parfaitement. Il existait 3 espèces, les mâles, les femelles et les androgynes. À la fois mâle et femelle. Par la suite, l'être humain se serait senti tellement puissant qu'il voulut être l'égal des dieux. Ceux-ci se sont alors mis en colère et ont puni les humains en les coupant en 2. L'être humain finit donc seul, incomplet, et est condamné à chercher son âme sœur, sa moitié perdue. À travers ce mythe, Platon exprime l'idée que l'amour se présente entre 2 personnes, destinées à être ensemble, à s'unir ou à se chercher éternellement. C'est bien mignon tout ça, mais et les autres amours alors? Tout à fait. En philosophie grecque antique, on distingue plusieurs types d'amour. L'amour amoureux, l'amitié, l'affection, l'amour pour son prochain, l'amour pour l'humanité en général. Plus tard, on parlera même d'amour de soi. Il est également possible d'aimer plusieurs personnes et pas de la même façon. Comme le disait Jean-François Dortier, on n'aime pas sa maman comme on aime son chat, ses amis, son amant ou son hobby préféré. Et oui, on n'aime pas seulement des personnes, on peut aimer des objets, des aliments, on peut aimer faire quelque chose. D'ailleurs, on parle d'avoir des passions. Du coup, si tout le monde a une âme sœur, quelque chose qui le complète, cette âme sœur doit-elle être nécessairement une personne? Finalement, en amour, il n'y a pas de recette magique. C'est une véritable aventure de la vie. Mais comme me l'a dit une connaissance, le coup est une caresse qui ne s'avoue jamais. Autrement dit, si tu n'exprimes pas ton amour, il peut se transformer en violence. Bon,
Si tu souhaites être un expert ou une experte en amour, je t'invite à faire le test sur M sans violence, info ou intox. Si tu veux oser exprimer ton amour, tu peux aussi regarder la vidéo Dire je t'aime de Solange te parle.